Bonjour et bienvenue sur Algomius. Quand on installe une base de données, en fait on s'attend à ce que nos données soient récupérables, soient stockables, récupérables, et que la majorité des traitements aussi soient automatisables. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas avoir à faire forcément toujours des contrôles manuels sur les données qu'on a stockées. On aimerait pouvoir mettre en place certaines règles, et que ce soit le système de gestion de base de données finalement qui s'occupe de voir si ces règles sont vérifiées ou pas. On a déjà vu que le système de gestion de base de données MySQL fait énormément de choses dans la cohérence de la base de données, au travers notamment des clés étrangères. On avait vu par exemple qu'on ne peut pas rendre la base incohérente, puisqu'en fait MySQL va systématiquement vérifier que la clé étrangère ne correspond pas à une clé par exemple absente dans une autre table. On va voir au travers de cette vidéo le mécanisme de trigger, qui est encore une fois quelque chose, un traitement automatique que l'on va pouvoir greffer sur une table et qui va nous permettre de donner une liste d'instructions à MySQL pour que MySQL fasse des tests, fasse des vérifications ou fasse encore d'autres traitements. On va voir en fait que le panel de ce que peut faire un trigger est quand même assez large. Donc on va rester en introduction qu'un trigger c'est juste un traitement automatique qui va se lancer en fait sur une modification de la base de données. Alors pas une modification structurelle, une modification des données, donc au travers d'un update, d'un insert ou alors d'un delete. Voyons un petit peu plus dans les détails en fait, comment est-ce que se définit un trigger. Alors un trigger, c'est un objet de la base de données lié à une table. Si cet objet est lié à une table, ça veut dire aussi qu'il a la même durée de vie que la table. Il peut être créé en même temps que la table, et en fait il sera supprimé automatiquement si jamais la table est supprimée. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que permet de faire un trigger? En fait, il permet de déclencher une ou plusieurs instructions lorsqu'un événement se produit. Alors, c'est-à-dire qu'il va réagir, c'est un peu de la programmation événementielle, il va réagir quand un certain événement se produit. Alors, sur quoi il va pouvoir se déclencher? Eh bien, tout simplement, il va se déclencher quand on va essayer de faire une insertion, une modification ou une suppression dans la table dans laquelle le trigger est lié. Alors, à la différence des autres éléments, on ne peut pas faire appel à un trigger. C'est pas comme une fonction. On ne peut pas appeler un trigger comme on appelle une fonction, comme on appelle une procédure, ou ainsi de suite. C'est l'événement qui va déclencher le trigger. Donc si on voulait effectivement déclencher le trigger, en fait il suffirait de lancer l'événement qui va déclencher le trigger. Mais on n'a pas cette fonction de dire par exemple run trigger, perform trigger, enfin lance-moi le trigger. Le trigger est lié à un événement, et c'est quand on va avoir cet événement sur la table que le trigger va se lancer automatiquement. C'est le seul moment où en fait on peut lancer le trigger. Alors, ce qui est intéressant dans le trigger, vous avez vu qu'il se déclenche sur une modification, une suppression ou une insertion, et un trigger peut exécuter ses instructions soit avant la modification, donc si vous êtes sur une insertion, il va faire une modification avant l'insertion, soit il va utiliser ses instructions après l'insertion. Vous pouvez aussi avoir deux triggers différents, un qui va faire quelque chose avant l'insertion et un qui va faire quelque chose après. On peut par exemple imaginer que si on veut voir ce que provoque l'insertion, on peut peut-être faire une sauvegarde avant insertion, par exemple. On fait l'insertion, et si jamais quelque chose s'est mal déroulé, bon là on aura de toute façon déjà les mécanismes de rollback et commit, mais on ne sait jamais, si on voulait vraiment avoir une logique métier, on pourrait se dire on sauvegarde la base avant, on la modifie, et si jamais on fait une vérification derrière et que ça ne nous plaît pas, on peut revenir à la version d'avant, par exemple, la version qui aura été sauvegardée. C'est quelque chose qui pourrait se faire avec un trigger. Alors, allons un petit peu plus loin dans l'explication de ce qu'est un trigger. Vous l'avez compris, en fait, qu'un trigger, maintenant, se déclenche sur un événement, sur une modification, finalement, de la table à laquelle il est raccordé. Alors, une modification, ça peut être une insertion, une suppression ou une modification. On peut aussi avoir, justement, un traitement par lot. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir un insert qui va insérer une seule commande insert qui va insérer, finalement, 5 lignes. On peut faire ça notamment quand on fait un insert et que les valeurs de l'insert sont données par un select. Et donc notre insert va insérer plusieurs lignes. Et bien si on a un insert qui insère 5 nouvelles lignes dans la table, et bien le trigger qui est lié à cette table va se déclencher 5 fois, s'il y en a un. Donc en fait, il va estimer que en fait, cet insert qui insère 5 lignes, en fait c'est comme si on faisait 5 fois un insert. Et il va se déclencher sur chacun de ces inserts. Alors au niveau de la syntaxe, le trigger va rassembler plusieurs instructions, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une seule ligne, on peut vraiment lancer tout un bloc de commandes, et il va partager quelques règles, par exemple sur les procédures stockées, on va devoir donner quel est le début du bloc avec begin, on va devoir donner quelle est la fin du bloc avec end, et tout le corps, en fait tout ce qui est compris entre begin et end,
vont être les instructions de notre trigger. Donc en fait, c'est une liste d'instructions qui peut être lancée. Et donc on a des possibilités qui sont quand même très grandes avec les triggers, on n'est pas limité à une seule instruction, on peut vraiment faire un traitement assez complexe, et on va pouvoir utiliser également des structures, comme par exemple des structures conditionnelles, comme le if, then, else, ou alors des structures de boucle qui sont aussi mises en place, qui sont aussi proposées par MySQL. On va voir quelques exemples, alors on ne rentrera pas dans les boucles, mais on va voir un exemple quand même avec un if pour comprendre comment fonctionne un trigger. Alors un trigger, qu'est-ce qu'il a le droit de modifier? Eh bien un trigger, il a le droit de modifier toutes les tables sauf celle à laquelle il est rattaché. Et ça on le comprend bien en effet, puisque le trigger est lancé au moment où une table est modifiée, c'est normal en fait que lui ne puisse pas en plus modifier la table sur laquelle il travaille. En outre, il a le droit de modifier la ligne qui est concernée par l'insertion, la suppression et la modification. C'est la seule ligne de la table sur laquelle il est qu'il a le droit de modifier au moment où il y a une insertion qui est demandée, une mise à jour qui est demandée ou une suppression. Donc là, on a déjà un petit peu tous les éléments de comment fonctionne un trigger. Maintenant, il nous manque juste à savoir en fait comment est-ce qu'on va implémenter un trigger dans notre base de données MySQL. Alors, par exemple, à quoi ça peut bien servir un trigger? Eh bien, on va déjà se poser la question, et en se posant cette question-là, on va déjà essayer de voir comment finalement un trigger se compose. Quelles sont les instructions qui vont le composer? Par exemple, on pourrait avoir un trigger qui va vérifier les données au moment de la modification, au-delà de ce que fait déjà le système de gestion de base de données. En effet, on a vu que le système de gestion de base de données MySQL va déjà vérifier la cohérence des bases au travers des clés primaires et clés étrangères, mais parfois on a des logiques métiers, c'est-à-dire qu'on a des logiques qui sont imposées par le sujet qui nous concerne, et qu'on a envie de mettre en plus par-dessus. Là, ça, ce sont des bons clients pour l'élaboration d'un trigger. On va voir que ça permet une gestion plus fine de la suppression et de la modification des fonctions de base. Par exemple, on peut prévoir un archivage au lieu d'une suppression. C'est-à-dire qu'on peut par exemple dire, voilà, on va avoir un ordre delete, et pour l'instant, on supprimait les enregistrements, et en fait, ce qu'on a envie de faire, finalement, c'est, on n'a pas forcément envie de supprimer, de ne faire que supprimer, parce qu'on a envie de garder une trace des enregistrements qui étaient là. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'au moment de la suppression d'une ligne dans une table, en fait, on va l'archiver avant de la supprimer dans une table. C'est-à-dire qu'on va la copier, en fait, dans une table d'archivage, et ça permettra de garder toutes les traces, de garder, finalement, l'historique de ce qui s'est passé dans nos bases de données. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi être fait avec un trigger, donc se mettre juste avant la suppression, juste avant l'exécution du delete, récupérer les données, et en fait les mettre dans une table d'archivage avant de les supprimer dans la table de travail. On peut par exemple aussi ajouter une logique métier à la logique purement donnée. MySQL, par exemple, sait gérer les données, il sait gérer les intégrités référentielles, les clés extérieures, les clés étrangères, il sait gérer les index. Par contre, pour lui, il manipule des chiffres, des nombres, des chaînes de caractères. Vous, derrière, si jamais vous montez une application, vous allez avoir une logique métier. Vous allez avoir des clients, vous allez avoir des fournisseurs, vous allez avoir certaines choses. D'autres, vous allez gérer des articles, vous allez gérer un stock. Donc vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc derrière, vous avez par exemple des logiques métiers. Par exemple, vous voulez que si jamais des clients qui commandent des articles chez vous, en fait, ces articles vont sortir progressivement de votre stock. Et ce que vous voudriez faire, peut-être, c'est automatiser tout simplement que si le stock tombe sous une certaine valeur, en fait, vous recommandez automatiquement l'article au fournisseur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire également avec un trigger, c'est-à-dire que lorsque votre stock est mis à jour, donc il y aura un update dessus, sur votre stock, on a sorti des articles, et bien vous pouvez avoir un trigger qui va se lancer après votre update, vérifier le niveau de stock, et si le niveau de stock est trop bas, en fait, remplir une table commande fournisseur, qui va comprendre en fait toutes les commandes que vous allez devoir repasser au fournisseur pour vous réapprovisionner dans les articles qui sont maintenant manquants. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire assez facilement aussi avec un trigger. Donc là, je vous ai donné quelques petits exemples à quoi le trigger pourrait nous servir. On sait maintenant comment se compose un trigger, on sait maintenant à quoi il peut servir. On va maintenant voir tout simplement comment créer un trigger. Alors, la création du trigger, en fait, on va commencer, on s'est déjà familiarisé pas mal avec la syntaxe SQL, et là, on ne va pas en sortir tellement. Si on veut créer un objet, souvent, on va passer par la commande create. Là, on veut créer un trigger, donc on va passer par create trigger. On va lui donner un nom, comme d'habitude, ce qui sera beaucoup plus facile pour y faire référence. Et en fait, on va le dire simplement que ce trigger va réagir à un événement.
il va réagir à un événement et il sera collé à une table, c'est-à-dire qu'il va dépendre d'une table. Et une fois qu'il sera défini par un événement et collé à une table, en fait, on va dire que pour chacune des lignes qui va subir une modification, on va devoir faire un traitement bien donné. Donc, si jamais on récapitule un peu, le trigger, il y a un moment, c'est-à-dire à quel moment en fait le trigger va faire son action, qui peut être before ou after, et vous avez des événements sur lesquels il peut intervenir. Insert, update, delete. Il peut exister par table qu'un seul trigger pour un couple moment-événement. Et donc ça, on se rend bien compte que cette contrainte fait en sorte que vous ne pouvez pas avoir plus de 6 triggers par table. Alors d'où sort ce chiffre des 6 triggers? Tout simplement, vous avez la possibilité, on vient de le dire, que le moment du trigger peut être before ou after. Et en fait, on sait que il y a les 3 ordres de modification de la base de données sont le insert, sont le delete et sont le update. Puisque je rappelle que dans les ordres qui permettent de manipuler les données, il y aurait encore le select, mais le select, on sait qu'il ne modifie pas les données. Et donc là, on se rend bien compte que on a bien seulement 6 triggers disponibles. On peut faire quelque chose avant l'insertion, on peut faire quelque chose après l'insertion, on peut faire quelque chose avant la suppression, après la suppression, avant la mise à jour et après la mise à jour. Donc sur chacune des tables, en fait, on ne peut avoir au maximum que 6 triggers disponibles si on les a tous déclarés. Ok, et donc vous voyez que là, j'ai le moment. Quand je fais mon create trigger, je lui donne un nom, je mets le moment et l'événement sur lequel il doit se baser. Et dès que ce couple moment-événement a lieu, eh bien en fait, le trigger est lancé. Si l'événement a lieu, par exemple insert, eh bien, si jamais je suis dans un before insert, on va d'abord lancer le corps du trigger, puis l'insertion va se faire, et si jamais j'ai un after insert, en fait, après l'insertion, je vais encore passer par le trigger qui va faire les traitements après insertion. Donc voilà comment fonctionne un trigger. Ce qui peut être intéressant aussi dans les triggers, c'est cette notion de old et new, puisqu'effectivement, quand vous faites une modification de la table, vous avez une ancienne valeur et une nouvelle valeur. Alors, c'est surtout quand vous faites un update, vous pouvez récupérer l'ancienne valeur qui était dans la table et la nouvelle après update. Et donc, ça permet de voir, en fait, d'avoir une logique métier, de voir aussi si l'état qui a été changé du old au new, on a bien une transition entre ces deux états qui est possible. Et donc, ça permet de savoir si on remplace une ancienne valeur par une nouvelle, est-ce qu'on a le droit de le faire, ou est-ce qu'il y a une logique métier qui l'interdit. Alors old va contenir toutes les valeurs des colonnes avant la modification. On va pouvoir y accéder en lecture mais pas en modification. New contient la valeur des colonnes après modification. Cette fois-ci, on a un accès en lecture et en modification, c'est-à-dire que si on change la valeur de la variable new, en fait, on va changer la valeur de la colonne qui vient d'être insérée. Donc là aussi, c'est-à-dire qu'on peut encore modifier la ligne, même après l'insertion, on peut revenir dessus et faire une modification. Alors pour les utiliser, il suffit de préfixer les colonnes par new ou old. Si par exemple j'ai une table qui contient une colonne col, C-O-L, et bien quand je vais faire old.col, je vais simplement récupérer la valeur avant modification, et new.col, je vais récupérer la valeur de la colonne après modification. Alors, il y a des cas spécifiques, naturellement. Dans le cas d'une insertion, old ne sera pas disponible, et on comprend bien pourquoi, puisque dans le cas d'une insertion, c'est l'insertion d'une nouvelle ligne qui est créée, et donc en fait, il n'y a pas d'ancienne version de cette ligne qui vient d'être insérée. Donc on aura bien un new qu'on peut modifier, mais on n'aura pas de old. Et dans le cas d'une suppression, eh bien c'est l'inverse, et on comprend encore une fois la logique qui est derrière. Dans le cas d'une suppression, on avait une ligne qui est supprimée, et donc on a bien une version old de la ligne qui a été supprimée. Par contre, new, on n'a pas de nouvelle version de cette ligne, puisque cette ligne aura été supprimée. Donc voilà un petit peu toutes les notions qu'on peut utiliser au niveau des triggers, et en fait on comprend assez bien ces notions de old et new qui nous permettent justement de savoir quel était l'état de la base avant qu'on y touche, et le new qui nous permet de savoir l'état de la base après modification. Enfin, surtout de la ligne sur laquelle on travaille. C'est surtout cette ligne-là qui nous intéresse, puisque c'est celle-là sur laquelle porte la modification. Alors si on devait faire un trigger dans la pratique, on va essayer de voir un petit peu comment on peut mettre tout ça en place. Je vous propose de partir sur un petit exemple, et de voir comment est-ce qu'on peut modifier ces différentes conditions.
Alors, je vais me baser, j'ai ouvert un workbench ici, et en fait, j'ai juste préparé 3 tables sur lesquelles, en fait, il n'y a pas de clé étrangère, rien. On va juste les détailler un peu. J'ai voulu avoir une table client, j'ai voulu avoir une table log, et j'ai voulu avoir une table erreur. Dans le but, en fait, pour expliquer rapidement les choses, j'ai ma table client qui est en fait mon référentiel qui contient toutes les informations du client, et j'ai une table log dans laquelle je voudrais mettre des messages d'information. C'est-à-dire, j'aimerais vouloir savoir en fait ce qui se passe sur ma table client. Si jamais il y a des modifications qui sont faites, des suppressions, des insertions, je voudrais que dans la table log, j'ai tous ces messages-là, pour savoir en fait qu'est-ce qui change dans ma table client. J'ai aussi une table d'erreur, et la table d'erreur, je voudrais en fait qu'elle récupère tous les messages d'erreur qu'il y a eu lors de modifications sur ma table client. Et donc, c'est des messages qui vont me permettre je vais pouvoir récupérer ces messages d'erreur et voir si ces messages d'erreur n'ont pas provoqué une incohérence dans la base de données que je devrais rectifier manuellement. Alors, ma table client, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. J'ai mis un identifiant de client, un nom de client et un type de client. Ce type de client, on va voir tout à l'heure que c'est celui-là sur lequel je vais poser le contrôle de mon trigger. Et je vais déclarer simplement une clé primaire qui porte sur l'identifiant client qui est un int. Donc il n'y a pas grand chose ici de spécial à voir. Hein. Ma table log, pareil, j'ai mis un identifiant de log qui est un int, c'est un auto-incrément, comme ça j'ai pas à le gérer, qui est ma clé primaire. J'ai mis le timestamp de la log, c'est-à-dire que ça va me donner le jour et l'heure à laquelle la log a été créée. Et je vais mettre le message de log, c'est-à-dire tout simplement un texte pour expliquer en fait ce que je suis en train de faire, quelles sont les modifications qui ont été apportées à la table. Et en fait, la table d'erreur, elle est à peu près similaire, sauf que j'ai pas de timestamp. J'ai simplement un identifiant d'erreur qui est un entier auto-incrément, comme ça j'ai pas à gérer ma clé. C'est une clé primaire, et j'ai donc un libellé d'erreur qui va donc stocker juste un petit texte pour les erreurs. Donc ça me permettra, quand je récupérerai ma table erreur, de trouver toutes les informations utiles que j'ai pour corriger ma table. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer d'ajouter ma gestion de client, donc je vais créer les tables, et on va ajouter à la table 2 triggers, un trigger before update et un trigger before insert. Ok, et qu'est-ce qu'ils vont faire ces 2 triggers ? Ces 2 triggers vont faire la même chose, ils vont écrire dans la table log un message pour dire que la table client a été modifiée, ainsi que le timestamp now, pour dire en fait now va donner la date du jour et de l'heure maintenant précisément au moment où j'appelle now. Donc c'est très pratique finalement pour compléter des colonnes de type timestamp. On va essayer de tester ensuite ces triggers en faisant une insertion dans la table, et on va tester ces triggers en faisant une modification dans la table client. Donc on a un trigger before update et un trigger before insert qui devrait effectivement se lancer avant la mise à jour et avant l'insertion. Alors, essayons de mettre ça en place. On va se créer une nouvelle query tab. Et on va essayer de créer ce trigger. Alors on a vu que créer trigger, tout simplement, ça s'écrit comme ça, et je vais garder le nom en fonction des événements, donc j'ai un before update, tout simplement, donc je vais garder le nom, je vais l'appeler before update, et c'était sur ma table client, et en fait maintenant il faut que je mette le moment, donc le moment c'est before, l'instruction que j'attends c'est update, et je vais la mettre sur la table client. Alors je ne sais plus si j'ai créé la table client, on va juste relancer pour que les 3 tables se créent. Voilà, donc les 3 tables se sont créées. Donc maintenant je fais un create trigger before update client, qui est au moment before et qui est sur l'instruction update, on client, for each row, donc ça veut dire pour chacune des colonnes. Qu'est-ce que je vais faire pour chacune des colonnes ? Et bien tout simplement je vais commencer mon bloc avec begin, je vais le terminer avec end, et qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement je vais faire un insert into log. Alors comment s'appellent mes différentes colonnes ? J'ai timestamp log et j'ai msg log, donc le timestamp est le message dans ma log, et en valeur je vais faire quoi ? Et bien tout simplement j'ai vu que le timestamp je pouvais le récupérer avec la fonction now qui va directement me renvoyer un timestamp,
Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais concaténer mon message. Je vais lui dire que j'ai une modification de la table client sur, et je vais lui donner mon numéro de client. Alors attendez, je vais écrire en dessous, comme ça on a tout. Sur quel client? Eh bien, sur mon client, je vais utiliser le new qu'on avait vu tout à l'heure, donc c'est la valeur après modification, new, et je vais donner mon ID client, tout simplement. Donc, je ne suis pas obligé de spécifier la table, puisqu'en fait, on sait là que je travaille sur la table client, donc si ID client doit appartenir à la table sur laquelle je travaille, tout simplement, et je vais travailler sur new ID client. D'accord. Et maintenant, en fait, vous voyez déjà qu'il y a un petit problème, puisque, effectivement, mon instruction s'est déjà mise en rouge ici. Alors, pourquoi mon instruction s'est mise en rouge? Eh bien, tout simplement, ça vient du fait que j'ai mis un point-virgule ici. Et si jamais vous connaissez maintenant un petit peu SQL, bah vous savez que point-virgule, ça signifie, en fait, la fin d'une instruction. Et donc, ce que MySQL considère comme une instruction, pour l'instant, c'est d'arriver jusqu'ici. Mais moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'il arrive au end. Et là, ça me pose un sacré problème. Eh bien, tout ce qu'il faut faire, ici, malheureusement, c'est de changer de délimiteur. Donc, ici, il faut que je spécifie que le délimiteur n'est plus point-virgule, mais je vais donner un autre délimiteur. Alors, je vais utiliser, par exemple, la barre verticale, hein, c'est qu'on a avec le ALGR6, pour être le nouveau délimiteur. Et donc, cette fois-ci, MySQL considère que le nouveau délimiteur n'est plus point-virgule, mais il est ma barre verticale. Donc dans le choix du délimiteur, essayez de prendre quelque chose qui n'est pas utilisé dans une instruction SQL. Ne prenez pas une lettre, ni minuscule ni majuscule, ne prenez pas un chiffre. Essayez de ne pas avoir les caractères d'échappement, comme le %, par exemple, ou l'arrobase qui pourrait être dans une adresse mail. Essayez de garder un caractère. Souvent on garde la barre verticale, puisqu'effectivement c'est quelque chose qui, normalement, ne devrait jamais être utilisé en dehors de ça. Donc je peux utiliser maintenant ma barre verticale ici pour dire que je suis à la fin de mon trigger, et en fait, si je veux être propre, il suffit qu'à la fin, je remette mon délimiteur, je le remette à point-virgule, en fait, pour que le reste qui soit lancé derrière, en fait, continue à fonctionner normalement. Ok, donc là, on va regarder si tout fonctionne. Donc je suis passé au vert, j'ai effectivement créé mon trigger d'update client before update. Alors si maintenant je veux créer un client d'insertion, alors je vais exactement reprendre tout cela, sauf que cette fois-ci ça va pas être sur un update, ça va être sur un insert. Donc je vais changer le nom. On va garder le moment before, mais cette fois-ci on va mettre le insert. Toujours sur la table client, pour chacune des lignes, on va insérer dans la log, le timestamp, la log, la value no, ça ne change pas. Maintenant, en fait, ce n'est plus une modification, c'est une insertion dans la table client pour, encore une fois, je vais garder l'information de mon client. Donc je vais garder des limiteurs et ainsi de suite. Et je vais le lancer. Et là, il va dire qu'il ne peut pas le lancer parce qu'effectivement, je voudrais créer mon trigger before update client existe déjà. Il me dit que mon trigger existe déjà, naturellement. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse un drop trigger avant de commencer sur celui-ci. Voilà. Non, pas besoin. Donc cette fois-ci, je vais le lancer. Mon trigger s'est exécuté. Les deux triggers ont été créés. J'ai les deux verts là en bas. Donc ça, c'est bon. Tout a été mis en place. Et maintenant, en fait, il faudrait pouvoir tester cette information. On va pouvoir tester enfin ce trigger. Alors, comment est-ce qu'on peut tester ce trigger? Alors, je l'ai dit, on ne peut pas lancer un trigger, au sens vraiment comme une fonction ou comme une procédure. Mais on sait en fait que le premier trigger va se lancer avant n'importe quel update. Ok. Et celui-ci, en fait, va se lancer avant n'importe quel insert. Donc pour l'instant, si je regarde ce qu'il y a dans ma table client, normalement je viens de la créer. Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans. Pareil pour ma table log, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et bien je vous propose d'insérer un client. Donc on va regarder si je prends ma table client, quelles en sont les colonnes. ID, le nom du client et le type du client. Et en fait, il suffit que je fasse un insert into client, que j'en donne les valeurs. Donc je ne mets pas l'id parce que je crois que je l'ai défini en auto-incrémental. Je mets un client.
je mets un type de client. Donc un type de client, j'ai simplement mis que c'est un client, je crois que j'ai mis sur une lettre, c'était juste pour dire est-ce que c'est un client professionnel ou un client privé. Et donc en fait, on va se poser la question, est-ce que, tout simplement, est-ce que je suis sur un client privé ou un client professionnel? Ou est-ce que c'est une entreprise ou un particulier? Voilà, on va le dire comme ça. Et donc on a simplement une lettre où on va dire que E est une entreprise, P est un particulier. Ça permettrait de faire la différence entre les deux. Donc, quelles sont les valeurs que je vais insérer? Je vais insérer tout simplement que mon client s'appelle Bob et que c'est un type P, c'est-à-dire que c'est un client particulier. Voilà, j'ai mon insertion qui a marché. J'ai donc, quand je fais un select étoile from client, je me retrouve avec un client qui s'appelle Bob et qui est du type P. Et si je veux maintenant regarder que est-ce que mon trigger a bien fonctionné, en fait il suffit que je fasse un select étoile from log et vous voyez qu'une log a été créée. Alors j'ai une log qui a été créée aujourd'hui à 14h36 et qui dit que l'insertion dans la table pour le client 0. Donc en fait il a bien noté l'insertion. Ok, donc mon trigger d'insertion marche. Comment je peux tester mon trigger de mise à jour cette fois-ci? Et bien encore une fois, tout simplement, il suffit, alors ça je vais le laisser là, tout simplement je vais faire un update sur client et je vais changer par exemple mon type de client. Alors mon type de client cette fois-ci n'est plus un particulier, Bob est un professionnel, une entreprise. Je vais mettre E dedans, where ID, alors je l'ai appelé ID client, ouais, ID client égale 0, c'est mon client 0, c'est Bob. Ouais, je peux même mettre where mon client égale Bob, hein, ce sera plus clair. Ok, donc je change le type de client Bob, je le lance, tout s'est bien passé, mon update s'est bien passé. Si je regarde dans ma table client, je me retrouve effectivement avec Bob qui se retrouve en type de client E. Et si je regarde maintenant ma log, j'ai une deuxième ligne et on me dit en fait que j'ai une modification sur le client qui a été faite. Donc ma fonction update fonctionne. Ok. Donc là, tout marche correctement. J'ai bien deux messages dans ma log qui me dit que j'ai bien une insertion et une mise à jour qui ont été faites. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin et voir comment est-ce qu'on peut encore faire plus de choses avec les triggers? Alors on va améliorer déjà les triggers que l'on vient d'écrire et on va vérifier lors de l'insertion de la mise à jour ou de la valeur que le type de client soit bien P ou E. On veut vraiment avoir un client particulier ou un client entreprise et on ne veut absolument rien avoir d'autre. Donc c'est important pour nous de tester, c'est les logiques métiers dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose que MySQL ne peut pas faire de lui-même, c'est la logique métier en fait qu'on va lui dire. On va lui dire qu'on a mis en place un type de client et ce type de client n'a de possibilité d'avoir que deux valeurs qui sont P et E. Si jamais on fournit autre chose, eh bien c'est une erreur et qu'on ne peut pas laisser passer. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est une structure conditionnelle qu'on a déjà vu dans d'autres langages de programmation, mais là on va voir qu'on peut le faire en SQL. On a cette possibilité d'avoir la notion de si, alors, sinon, que l'on va implémenter en SQL. Et donc on va vérifier si le type client est différent de P ou de E. En fait, le trigger va rétablir une de ces deux valeurs par défaut et va écrire dans la table erreur un message pour dire en fait qu'on s'est trompé lorsque l'on a fait la mise à jour du client. Et donc il y aura peut-être une rectification manuelle à faire. Ok, donc je vous propose de partir là-dessus. Et comment est-ce qu'on va écrire tout ça? Alors d'abord, il faut que je supprime les deux triggers. Je vais commencer par supprimer les deux triggers qui sont ici, pour que je puisse les recréer avec les modifications dont on vient de parler. Je vais supprimer... alors je vais mettre tout ça en commentaire dans un premier temps. Donc je vais mettre tout ça en commentaire pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc je supprime mes deux triggers et je veux maintenant en fait insérer mon if dans le trigger, donc c'est-à-dire après l'insertion. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais vérifier si ce que j'ai mis dans le type client
est non nul. Donc je vérifie déjà, est-ce que je mets quelque chose de non nul dedans. And, si mon type client est différent de P, donc s'il est différent de P, c'est le type personne, et s'il est différent de E, alors, j'ai le mot-clé zen, alors qu'est-ce que je fais? Alors je remets, alors ça c'est le set qu'on a déjà vu dans la commande update, hein, c'est-à-dire que je vais remettre une bonne valeur dedans, c'est-à-dire que dans new type client, je vais lui mettre une des deux valeurs par défaut, mais pour qu'il ait au moins quelque chose qui corresponde à ma logique métier. Là, je vais dire que si jamais on a donné un mauvais type, et bien par défaut, je vais mettre que ce client est un particulier. Et comme ça, en fait, je vais rattraper le coup. Si par exemple, quelqu'un avait essayé d'insérer dans ma base de données un type, par exemple, X, et bien en fait, je le remplacerai par une valeur par défaut P dans la base de données pour que ma base de données reste cohérente. Mais je ne peux pas laisser passer ça sans rien dire. Il faut ensuite que ce que je vais faire, c'est que je vais insert into error. Donc je vais utiliser ma table erreur que j'ai mis en place tout à l'heure. Et le libellé d'erreur, je vais encore une fois utiliser la fonction concat pour concaténer deux chaînes de caractères. La première, je vais dire que c'est une erreur lors de la modification client. Attendez, je vais de nouveau mettre le value en bas. J'ai une erreur lors de la modification client. Et pour savoir sur quel client ça porte, tout simplement, je vais réutiliser la variable new dans laquelle je vais mettre l'identifiant du client. Je vais terminer ici ma procédure. Il ne faut pas que j'oublie, effectivement, là ça me signale que je suis toujours en rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas fini ma structure si alors sinon. Il faut simplement que j'ai le si, if, then, si, alors. Et là, en fait, j'ai la fin de mon if. J'ai la fin de mon if, et donc aussi, j'ai un point-virgule. J'ai la fin de ma procédure ici avec mon délimiteur que j'avais défini. Je vais essayer de faire un petit peu plus grand pour qu'on voit bien toute la structure. Et donc, essayons de comprendre ce que ça fait. Lorsque j'insère un nouveau client, eh bien, je vérifie le type de client. Si jamais il est non nul et qu'il n'est pas à P et qu'il n'est pas à E, c'est que j'ai donné une valeur qui ne correspond pas à ma logique métier. Et donc, je remets P dedans, dans mon type client, donc de la colonne et de la ligne que je suis en train de modifier pour l'instant, qui est concernée par le update. Et comme je veux en fait garder une trace, dans la table erreur, je spécifie l'erreur et je dis pour quel client en fait l'erreur a eu lieu. Tout simplement. On va garder un petit peu la même logique sur la fonction d'insertion. Je vais juste la copier. On va garder la même logique et on va dire en fait lors de l'insertion. Erreur lors de l'insertion client. Et encore une fois, on spécifie le numéro de client. Ok, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si tout ça, ça fonctionne correctement. Et comment est-ce qu'on va voir que ça fonctionne? Et bien tout simplement, on va de nouveau lancer pour créer les deux nouveaux... On va lancer les deux nouveaux triggers, donc ils ont été créés. Je vais juste vérifier en bas que tout s'est bien passé. Effectivement, ils ont bien été créés. Donc on va de nouveau faire une insertion d'un nouveau client, qu'on va appeler cette fois-ci Kim. Et Kim, en fait, cette fois-ci, on va lui donner un type qui n'est pas compris dans P et E. Je vais par exemple mettre la lettre X, je me suis complètement trompé. Je vais mettre un X pour Kim, et on va essayer d'insérer ce client. Donc boum, alors on voit que l'insertion s'est bien passée pour Kim avec le type client X. Si jamais je regarde ce qu'il y a dans le type client, on voit que Kim a été inséré avec le type P. Donc en fait, on est bien passé par notre trigger, il a bien vu que le type client n'était pas bon, il nous l'a rectifié avec le set, et normalement, on devrait avoir une log qui nous dit qu'on a une insertion dans la table client. Ça, c'est bon. Et on va voir aussi que
que normalement, si on regarde maintenant, si on regarde également la table d'erreur, maintenant, on a également une erreur lors de l'insertion du client. Donc on sait maintenant, en plus, qu'il y a une erreur qui a été provoquée. On a dû rectifier une donnée qui était mal donnée à la base. On a vu que l'insertion marche. Et bien pareil, si jamais je voulais faire un update là-dessus, tout simplement, que je veux faire un type client, je veux remettre X absolument pour le client Kim, pour la cliente Kim. Je vais relancer ça. Et on s'aperçoit que si je prends le client, j'ai toujours pas X pour Kim. D'accord ? Même le update, en fait, il n'est pas passé dessus. Le trigger a fait son travail d'abord. La log a dit qu'en fait, j'ai fait une modification. Et si on regarde l'erreur, en fait, cette fois-ci, j'ai une erreur lors de la modification. Donc les triggers ont parfaitement joué leur rôle, ils ont parfaitement marché. Ok. On en termine un petit peu là, par rapport à ce que je voulais montrer avec les triggers. Donc là, en fait, on s'aperçoit que tout ce que l'on peut faire avec les triggers, ça devient très très vaste. On a vu vraiment des triggers maintenant sur insertion, des triggers sur update. On a encore la possibilité de le faire exactement pareil sur delete. Et on a vu qu'on peut vraiment mettre tout un bloc d'instructions les unes derrière les autres. On peut aussi avoir la possibilité d'avoir des structures de contrôle, comme des structures si alors sinon. On a aussi des mécanismes de boucle qui peuvent être mis en place. Donc là, cette vidéo, je la voulais assez courte sur les triggers, donc je ne voulais pas non plus rajouter le mécanisme de boucle, mais ça c'est quelque chose que l'on peut faire aussi. N'hésitez pas à vous rapporter à la documentation MySQL pour voir ce genre de choses. Et j'espère vous avoir donné, au travers de cette vidéo, un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec les triggers. Donc encore un outil très utile au niveau de l'automatisation de ce que l'on peut faire avec la base de données. Cette fois-ci, on a essayé de mettre en fait une logique métier en place dans nos bases de données. On a vu que MySQL pouvait gérer énormément de choses au niveau de la cohérence des données en regardant un petit peu les clés étrangères et les clés primaires. Par contre, en fait, ça peut être un petit peu plus compliqué d'expliquer quelle est la logique métier, le fait que vous gérez des clients, des stocks, des fournisseurs à la base de données. Qu'une base de données ne sait gérer que des types primaires, des chiffres, des réels, des nombres, des chaînes de caractères. Et donc au niveau des triggers, on a la possibilité justement d'implémenter une logique métier qui va faire une vérification supplémentaire sur les données que l'on modifie. Que l'on modifie au sens large, que l'on insère, que l'on supprime et que l'on modifie. Et donc vous avez la possibilité, à chaque fois que les données changent dans votre base de données, de rajouter un test, de rajouter un traitement supplémentaire, soit parce que vous voulez une log, soit parce que vous voulez archiver quelque chose à la place de le supprimer, soit vous voulez faire une vérif supplémentaire et réimplémenter une logique métier. Là, on a la possibilité d'automatiser encore énormément de choses. Et tout ce qui est automatisé, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'y penser. Plus c'est automatisé, moins on perd de temps dans les traitements manuels. Et encore une fois, on sait que la base de données derrière va rester le plus cohérente possible avec les différentes règles qu'on s'était fixées. Donc, encore une fois, encore une vidéo qui présente finalement comment rendre les données qui sont dans votre base de données de plus en plus cohérentes. On va voir encore au travers d'une autre vidéo comment s'occuper des procédures stockées, et on va voir que les structures des procédures stockées vont ressembler énormément à ce que l'on a vu aujourd'hui avec les triggers. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt pour voir la suite de ce que l'on peut faire avec MySQL.